Pékin réduit son objectif de croissance économique à un nouveau plancher, mais augmente encore les dépenses militaires. La Chine peut-elle aider la Russie à compenser la série de sanctions occidentales? La Chine avait-elle réellement l'intention d'aider la Russie? Nous nous entretenons avec un expert pour en savoir plus. La Corée du Sud est en train d'élire un nouveau président. Quelle est la position des candidats au sujet des États-Unis, de la Corée du Nord et de la Chine? Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré dimanche qu'il pensait que le régime chinois disposait d'outils diplomatiques importants pour stopper l'invasion de la Russie. La Chine entretient des relations privilégiées avec la Russie. Nous nous attendons donc à ce qu'elle fasse passer à la Russie un message très cohérent et très fort, à savoir que cette guerre est également contraire aux intérêts de la Chine. Les remarques de Kuleba sont intervenues alors que des rapports indiquent que des responsables chinois connaissaient à l'avance le plan d'attaque de la Russie contre l'Ukraine et avaient demandé à Poutine de retarder l'attaque jusqu'après les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Certains analystes suggèrent également que l'invasion de Moscou ne pourrait se poursuivre sans le soutien de Pékin. Malgré les prévisions de croissance économique modeste de la Chine, le régime communiste dépensera 7,1% de plus pour la défense cette année pour atteindre un total de 229 milliards de dollars. C'est ce que révèlent les chiffres publiés samedi et selon un expert, le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. 229 milliards de dollars, c'est presque un tiers des dépenses de défense des États-Unis et 9 fois celles de son voisin Taïwan. So Tso-yoon, chef de département à l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale de Taïwan, affirme que pour Pékin, l'expansion de sa puissance militaire est la priorité absolue. According to my personal research, China's military spending has doubled since Xi Jinping came to power in 2012. Li Jiangshu, expert à la National Policy Foundation de Taïwan, affirme que le budget de défense réel du régime chinois est probablement plus élevé que les chiffres officiels. The Chinese budget, especially the defense budget, has never been transparent. The money is scattered among different areas. For example, part of certain universities' budget for scientific research and development is actually used for military equipment. So many think that the actual amount may be much higher than what is announced. Le régime possède la plus grande armée permanente du monde avec 3 millions de personnes, alors que les États-Unis ont 1,4 million de personnes dans les troupes actives. Mais le régime chinois n'est toujours pas à la hauteur dans d'autres domaines. Par exemple, il possède 2 porte-avions actifs contre 11 pour les États-Unis. Et les États-Unis possèdent également les équipements et les technologies militaires les plus avancées du monde. Kuo Yojian, expert en sécurité à l'Université nationale Sun Yat-sen de Taïwan, estime que Pékin est contraint de dépenser davantage en recherche et développement en raison de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Cette année, les dépenses de défense de Pékin font l'objet d'un examen plus attentif de la part de la communauté internationale. En effet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a suscité des spéculations selon lesquelles la Chine pourrait être plus encline à tenter une prise de contrôle de Taïwan si elle sentait un manque de résolution de la part des États-Unis et de leurs alliés. Un responsable du département d'État américain déclare que si la Chine aide la Russie à échapper aux sanctions, les États-Unis prendront des contre-mesures. Mais quelle aide la Chine peut-elle réellement apporter à la Russie, compte tenu de la condamnation internationale dont elle fait l'objet? Nous nous entretenons avec des experts pour savoir dans quelle mesure la Chine peut aider la Russie à faire face aux sanctions occidentales. L'économiste Milton Ezrati estime qu'en termes de sanctions financières, l'aide de la Chine est très limitée. L'Occident a déjà gelé 2 tiers des réserves de la Banque centrale russe. Il a sanctionné dans une large mesure 80% des actifs bancaires de la Russie, qui se trouvent effectivement en dehors de la Russie. La Chine ne peut pas faire grand-chose pour aider dans ce domaine. Qu'en est-il de l'énergie? Ezrati voit certains obstacles auxquels la Chine serait confrontée aussi dans ce secteur. La Chine importe environ moins d'un tiers du total des exportations de pétrole et de gaz naturel que la Russie vend principalement à l'Europe. Il lui faudrait tripler ses achats de pétrole et de gaz naturel russes. Elle sera probablement réticente à le faire. Et en ce qui concerne les produits agricoles, la Chine a levé toutes les restrictions sur les importations de blé en provenance de Russie. Mais selon Ezrati, la Chine n'est pas en mesure d'acheter la totalité des exportations de blé de la Russie.
Non, je ne pense pas qu'ils puissent prendre tout le blé russe. Et la Russie a d'autres moyens que de vendre son blé en Chine. De 2020 à 2021, la Russie a exporté plus de 40 millions de tonnes de blé dans le monde. Mais le quota annuel d'importation de blé de la Chine représente environ un quart de cette quantité, soit un peu plus de 10 millions de tonnes. Mais en prenant un peu de recul, un autre expert nous dit que Pékin n'avait peut-être pas l'intention d'aider Moscou en premier lieu. Je pense que la Chine est dans une position difficile. D'un point de vue économique, je ne pense pas qu'elle veuille vraiment aider la Russie dans une telle situation, parce que faire cela les aiderait à s'isoler du reste du monde. Ils seraient opposés à tout ce que font les nations occidentales. L'économiste Robert Genetsky estime que si la Chine aide la Russie dans une large mesure, Pékin aura de plus en plus de mal à maintenir des relations avec une grande partie du reste du monde. La Corée du Sud est en train d'élire un nouveau président pour un mandat unique de 5 ans. Cette élection intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région Indo-Pacifique. Nous examinons les principaux candidats et leurs positions sur la Corée du Nord, la Chine et les États-Unis. Embrasser des enfants, mettre en avant les relations locales et faire campagne, les candidats à la présidence en Corée du Sud ont utilisé ces 3 tactiques avant l'élection. Le gagnant déterminera les relations du pays avec les États-Unis, la Corée du Nord et la Chine pour les 5 prochaines années. Cela ressemble vraiment à une bataille pour la survie du pays. L'élection se caractérise par 2 têtes d'affiche. Le progressiste Lee Jae-myung fait une course serrée avec le conservateur Yoon Suk-yeol, qui promet d'être plus dur avec la Chine et plus proche des États-Unis. La Corée du Sud est confrontée à un difficile exercice d'équilibre entre son principal allié, les États-Unis, et son principal partenaire commercial, la Chine. Et le programme nucléaire de la Corée du Nord, qui progresse rapidement, ne sera pas facile à gérer. Samedi, la Corée du Nord a tiré un missile dans les eaux au large de sa côte Est, le 9e lancement de l'année. Je pense que davantage de personnes s'alignent sur la position conservatrice selon laquelle la Corée du Sud doit se défendre correctement, être prête à affronter la Corée du Nord si nécessaire, et présenter un front fort face à la Corée du Nord plutôt que de s'accommoder et de céder comme le préconise la gauche de l'échiquier politique sud-coréen. Comme l'actuel président Moon Jae-in, Lee est membre du Parti démocratique de Corée. Sous la direction de Moon, pendant 5 ans, la Corée du Sud s'est concentrée sur le dialogue avec la Corée du Nord. Ce qui a parfois désynchronisé le pays par rapport aux États-Unis, partisans d'une confrontation plus forte avec la Corée du Nord. Il semble que cela indique fortement que l'administration Moon et son prédécesseur potentiel, Lee Jae-myung, prévoient de faire de la Corée du Sud un pays plus centré sur le socialisme, plus axé sur le PCC et les besoins de la Corée du Nord elle-même. Lee soutient les 3 politiques du non du président Moon. Pas de déploiement supplémentaire du THAAD, le système mondial de défense antimissile dirigé par les États-Unis, pas de participation au THAAD, et pas de participation à une alliance militaire impliquant les États-Unis et le Japon. La gauche, qui est représentée par l'administration actuelle du président Moon, est en fait anti-américaine. De l'autre côté, Yoon veut aligner la diplomatie de la Corée du Sud plus étroitement avec les États-Unis. Il a appelé à des déploiements supplémentaires du THAAD, une décision qui pourrait faire face à des représailles économiques de la part de la Chine. La Corée du Sud ne cherchera pas du tout à se battre ou à provoquer la Chine, mais elle défendra ses intérêts, elle se défendra, elle ne se roulera pas par terre en faisant tout ce que la Chine lui dira de faire. La Chine semble être l'un des principaux sujets de discussion de cette élection. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin ont suscité une vague de protestations anti-chinoises parmi les Sud-Coréens ces dernières semaines. À cela s'ajoutent des préoccupations plus générales concernant l'agression de Pékin en mer de Chine méridionale et dans la région Indo-Pacifique. La position de la Corée du Sud vis-à-vis de la Chine est également étroitement liée à sa relation avec les États-Unis, compte tenu de la récente rivalité entre Pékin et Washington. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.